Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors dans ce numéro, nous commençons tout de suite par la technique et le matériel en tenant compte de quelques-uns qui ont fait quelques remarques, quelques demandes nous disant « mais vous nous parlez souvent du matériel de pêche quand ça n'est pas la leçon de lancer, mais jamais du matériel de montage ». Alors il y a du matériel un petit peu méconnu et très utile, c'est le cas aujourd'hui. Voici technique et matériel dédiés au montage. Dans technique et matériel, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une série d'outils qui paraît au premier regard inutile et qui vraiment sert pour certains gens jamais, mais pour d'autres souvent. Il s'appelle des hair stakers. En effet, ce sont des égaliseurs de poils. Il faut savoir que nous avons des mouches sèches, bien entendu, qui sont avec elles ou sans elles, où la forme la plus simple est le palmer ou la double collerette, qui ensuite évolue vers la mouche sèche normale, si je peux dire, avec une collerette et avec des cercles ou une queue, donc la sèche de base. Et ensuite, nous avons des mouches ailées. Dans les mouches ailées, nous avons des mouches qui sont avec des ailes de plumes, donc carrément deux petites plumes de cou de coq qui font l'aile. Nous avons aussi des mouches qui sont avec des ailes en segments de plumes, donc notamment du mallard ou du canard, deux segments d'une plume de droite et de gauche qui font des ailes. Et nous avons aussi des mouches avec des ailes en polypropylène. Mais souvent, et surtout dans l'Amérique et dans l'Autriche, dans les pays anglo-saxons, si on peut dire, des ailes sont constituées des poils. Alors, le problème qu'on a avec le poil pour le monter, pour faire des mouches belles, donc conçues et faites comme il le faut, c'est d'avoir des poils à l'extrémité de l'aile, tous de même longueur. Ça, c'est pas facile. Pour ça, il faut les égaliser. Donc, on a inventé un outil que je vais vous présenter maintenant, qui sert à égaliser les poils pour faire des mouches parfaites. Il existe, bien entendu, des différents modèles sur le marché. Ici, le standard avec sa coquille et avec l'insert qui, grâce à des mouvements, fait descendre le poil et l'égalise. Ensuite, un modèle noir en aluminium. Et ici, un qui est assez astucieux car il a deux côtés. Un côté grand pour avoir des poils, des ailes de streamer et un côté petit pour faire des ailes de sedge. Maintenant, voyons qu'est-ce que nous utilisons comme poil. Le poil pour les mouches sèches est bien entendu le chevreuil. Donc, des poils qui sont assez courts, qui font 2 cm, 2 cm et demi, qui vont être utilisés dans des petits. Ensuite, nous avons les poils de cerf, qui sont l'intermédiaire, qui font à peu près 2 à 3 cm, et qui servent aussi bien aux grosses mouches sèches que pour les petits streamers. Et enfin, pour les leurres, mouches à saumon et autre chose, le bucktail qui fait vraiment du poil déjà bien développé, bien long. Voyons maintenant, en faisant une aile avec des poils de chevreuil, que lui, normalement, est complètement défait et qui n'est pas à la même hauteur. Nous enfonçons donc le poil tête, donc pointe vers le bas, et nous tapons pour que petit à petit, le poil descend et bute avec sa pointe en bas. Voyons maintenant comment il se présente à la sortie. Hop, c'est tombé. Mais si on regarde vraiment, on voit que les poils sont vraiment complètement égalisés. Alors vous le savez bien, tout à l'heure on va retourner derrière notre étau pour monter une mouche. Alors entre deux, on a bien sûr envie de prendre l'air, d'aller respirer le bon air et regarder l'eau, et regarder tomber les feuilles mortes. C'est notre rubrique poésie. Non, c'est notre rubrique l'environnement du pêcheur. Dans l'environnement du pêcheur, je vais vous parler cette semaine de quelque chose qui est pas du tout connu, je dirais, connu par très peu de personnes et qui, néanmoins, est d'une importance primordiale, je dirais unique
sur Terre pour que nous existons, pour que nous avons des vaches et des moutons dans nos prés et pour que toute vie existe sur la Terre. Peu de personnes sont réfléchies de circulation d'énergie sur cette globe. Je ne parle pas de l'énergie nucléaire ou éolienne ou avec de l'eau ou tout ce que vous voulez, de l'énergie qu'on a dans notre prise. Non, je parle de l'énergie, de la circulation de l'énergie qui est dans la matière de la Terre même. Il y a un phénomène qui se produit dans nos forêts tous les ans qui donne un apport énergétique à la Terre qui est important. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas trouver. Comme je vous dis, peu de gens le savent. C'est tout simplement la chute de feuilles en automne. Il faut réfléchir. L'arbre qui produit sa verdure, il le fait comment? Il le fait tout simplement grâce au soleil. Donc cette chaleur que nous recevons tous les jours, notre globe selon l'année, en hiver moins, en été plus, est tout simplement absorbée par l'arbre en créant ses feuilles et donc par la photosynthèse. On sait très bien que le chlorophylle, qui est donc dans les feuilles vertes, est capable de transformer le soleil, la lumière, en quelque chose qui est ensuite mangeable. Alors là, on y est. Qu'est-ce qu'ils mangeront? Des vaches, des moutons, des insectes, des truites donc, s'il n'y aura rien à manger. Donc, s'il n'y a pas de verdure, de la flore, ça c'est la chose numéro 1. Sans flore, il n'y a pas d'animal. Donc, la chute de feuilles, cette immense quantité de feuilles qui sont dans tous ces arbres, qui sont là en été à produire donc en fait la nourriture pour les années à venir dans nos champs, dans nos forêts et surtout dans nos rivières, en même temps qu'évidemment ils produisent l'oxygène qui nous est important, indispensable pour respirer. Donc, une fois qu'en automne, ces feuilles tombent, comme le chante si bien notre ami Charles Trenet, ces feuilles qui tombent soit dans la forêt par terre, soit dans votre jardin, ça vous embête un peu pour les enlever, mais surtout dans des rivières, et qui font des nappes importantes par terre, et qui sont au premier abord, quand on voit ça, un pêcheur il dit oh, ça c'est pas joli, c'est pas du gravier, c'est un peu sale. Or, ça c'est la clé de votre pêche. Parce que tous les animaux, tous les invertébrés, tous les insectes qui sont en train de découper ces feuilles, de se nourrir, donc de faire une potentialité de nourriture pour la truite, vous permet de prendre du poisson dans votre rivière. Et c'est cet apport qui est primordial pour la nourriture des invertébrés dans l'eau. Et la chaîne va plus loin. Les invertébrés découpent les gros morceaux, et ensuite il y a des gamarres qui découpent des plus petits morceaux, et ensuite il y a derrière des bactéries et des champignons qui les réduisent carrément dans la matière première, dans les cailloux, dans le sable qui lui va être réutilisé par la plante en forme de nitrate, phosphate, magnésium naturel pour refaire des feuilles l'année prochaine. C'est vachement important, tous les automnes, des feuilles qui se teintent et qui tombent par terre. C'est joli et c'est nécessaire. Alors je vous l'ai dit, on retourne derrière notre étau, mais c'est pas grave, c'est pour monter une mouche géniale. Toutes les mouches qu'Éric nous explique et nous montre sont géniales, mais celle-ci, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est vraiment très simple et facile à monter et très efficace. La mouche de la semaine est une mouche géniale. Tout simplement parce que pour la faire, c'est très simple, c'est très court et en plus, elle prend vraiment du poisson. Cette mouche vient de l'Italie. Il faut savoir que dans le XXe siècle, donc le dernier siècle déjà, c'est les Italiens qui ont apporté deux choses importantes à notre confection des mouches. Ce sont premièrement des billets dorés. Donc toutes les nymphes que vous trouvez aujourd'hui dans le commerce et sur toutes les collections du monde entier, qui s'appellent chez nous des casques d'or, toutes ces mouches ont été inventées par des Italiens.
qui faisait au début uniquement des tout petits chironomes ou des tout petites émergentes avec des têtes minuscules dorées, avec un petit fil déjà attaché devant. Donc en fait, c'était les Samsung qui n'avaient pas des œillets. Donc première chose. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est que les Italiens ont été les premiers à utiliser des plumes de cul de canard. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde en France pêche avec des culs de canard et même les Américains qui s'y sont mis pour une fois beaucoup plus tard que les Européennes utilisent aujourd'hui des culs de canard. Marion Fratnik a inventé une émergente dans les années 60-70. C'est un grand pêcheur italien qui est à la base de 1 kill et une seule plume de cul de canard. Donc c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire pour l'époque parce qu'on n'en avait pas du tout employé. En France, à cette époque-là, on n'avait que des mouches classiques avec des racles avec ou sans ailes. Des Américains ont eu déjà le dubbing et utilisaient beaucoup de poils à cervidés. Mais les Italiens utilisaient des quills pour les corps et des hacles ou des ailes en cul de canard. Voyons maintenant au tableau comment cette mouche se présente. Tout d'abord, voyons à quoi ressemble cette mouche. On a ici l'eau, la surface, ici le fond bien entendu, et on a toujours, pour tous les insectes aquatiques, une émergence. Donc, des insectes regagnent la subsurface pour ici arriver à se transformer. Donc, ça fait ici quelque chose de deux mouches en fait. La nouvelle qui sort par les sacs à l'air et l'ancienne, la nymphe, qui reste. Alors, la mouche de Mario Fratnik représente exactement ce stade et donc effectivement une vraie émergente en dessous du film qu'on voit mal mais qui prend terriblement le poisson. Alors, elle est très simple à monter comme je vous l'avais dit. On utilise ici un hameçon de tige moyenne, fin de fer. Alors là, il faut vraiment prendre des hameçons qui sont très très fins pour que ce ne soit pas trop lourd pour qu'elle ne coule pas. Ça, c'est très important. Ensuite, la mouche, elle n'a que deux parties. Un abdomen avec un kill qu'on enroule. C'est tout. Et une aile qui est une plume entière de cul de canard qui vient dessus. Voilà, c'est tout. La mouche, c'est tout, c'est ça. Mais ça représente bien l'émergente d'éphémère en subsurface. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la faire. Il faut, bien entendu, un étau, toujours pareil, qui tient bien l'hameçon. Ensuite, une paire de ciseaux pour des gros travaux. Une autre paire pour les travaux fins. Ensuite, un porte-bobine avec un fil fin pour petites mouches. Comme toujours, si on casse le fil, ça peut arriver à tout le monde. Un enfileur pour le repasser. Ensuite, nous n'avons pas besoin d'autre chose sauf une aiguille à dubbing et un peu de vernis pour solidifier le tout. Donc ici, il n'y a pas de hacle, donc pas de pince à hacle. Maintenant, concernant des matériaux. Premièrement, les hameçons. Donc, un hameçon fin, très très fin, tige moyenne, donc 2 fois long. Ici avec ardillon, mais bien entendu, on peut le enlever ou prendre les hameçons sans ardillon. Ensuite, la chose importante, c'est des quills pour faire l'abdomen. Donc ici, on en a 3 au choix. Premièrement, on a un dindon. Donc ça, c'est le Ozark Mountain Turkey. Donc ça fait des corps un peu mouchetés. Ensuite, on a ici l'aile de bois teintée olive vert. Et ensuite, on a ici une plume des harons. Et je ne peux pas la demander si c'est un vrai ou si c'est un substitut. Je ne peux pas le savoir. Bon, la mouche originale est faite avec une plume des harons ou du substitut des harons gris. Donc nous allons aussi employer la grise. Ensuite, l'aile, comme nous avons déjà entendu, est faite de plumes de cul de canard. Alors ici, on voit très bien, comme dans le commerce,
que nous avons énormément de coloris disponibles pour faire toutes sortes de mouches. Il faut savoir que dans les années 60-70, comme nous avons dit tout à l'heure, des mouches ont été confectionnées uniquement avec des plumes naturelles. Donc, ça, c'est à votre choix. Donc, la plume d'origine est naturelle et le héron gris. Maintenant, il y a une chose. Il y a bien entendu plume de cul de canard et plume de cul de canard. Nous avons ici les deux modèles. Vous allez comprendre de suite. Ici, nous avons des plumes qui sont des plumes de canard d'élevage. Donc, des barbaries ou toutes sortes de canards qui viennent des élevages français de foie gras ou des élevages d'Extrême-Orient pour le manger. Et ici, nous avons la différence, qui soit très nette, des plumes de cul de canard naturel, des canards sauvages. Donc on voit que là, les tiges sont très longues, très grandes. Et ici, ils sont très courtes et plus fines et touffues. Nous allons donc bien entendu employer pour la confection de la mouche des plumes des canards sauvages naturels avec le héron. C'est comme ça qu'on prend les plus de poissons. Mettons-nous maintenant à l'étau. Bon, on a mis notre hameçon à l'étau. On enroule le fil jusqu'au début de la courbure. Et on prend la plume de héron sur lequel nous prélevons un petit segment. Donc la plume, elle est bien entendu non vernie. Et on la fixe le long de la hampe. Toujours pareil pour ne pas faire de bosse. On va devant à 2/3 et maintenant on enroule la plume du héron pour faire un abdomen régulier et segmenté et fin. Bon, on est arrivé devant. Et on coupe l'excédent. Le corps est fait. Le reste est tout simplement une plume qui vient dessus. On la tire ensuite sur le dos, juste pour qu'elle dépasse un peu, comme là. On coupe l'excédent et la mouche est finie. Voilà, c'est une mouche idéale pour débutants, aussi bien pour le montage que pour la pêche. Voilà la mouche de Mario Fratnik. Une goutte et c'est bon. Voilà. Et beaucoup de poissons garantis. Allez, tout comme moi, vous avez envie d'aller au bord de l'eau. Prenons tout notre matériel et prenons aussi des mouches lourdes, des mouches lestées, parce qu'on en a monté une légère et pourtant là, on va en utiliser des lourdes pour être efficaces et pour aller tenter de narguer les truites derrière les rochers de cette rivière de montagne. La technique de pêche nous a ramenés aujourd'hui dans cette magnifique rivière, petite rivière de montagne. Il est évident que je dois prendre du poisson immédiatement ici devant vous. Et donc, avant de le faire, je vais commencer à réfléchir comment je vais me prendre. Alors, en haut, on voit immédiatement l'eau est cristal. L'eau est très très claire. Et elle trempe, car on pense que là, il n'y a presque pas d'eau, peu de profondeur. Or, il y a au moins 2 mètres, 2,50 m d'eau devant moi. Les poissons en dehors, quelques petits qu'on voit par-ci par-là chercher des émergentes d'éphémères en surface. Les gros, on peut les voir comme des ombres près du fond derrière des gros roches. Donc, mon problème à moi est très simple. Si je veux prendre du poisson, il faut que ma mouche aille vers lui. Ici donc, il me faut une nymphe lourde. On va donc immédiatement voir quel insecte, quel type de nymphe il me faut. Ici les gros blocs, ici substrat fin, immédiatement gros courant, petit courant, en fait il y a de tout. Je me trouve ici en août, bon
Je sais que les plécoptères, c'est plutôt fini aujourd'hui. On sait que les march prawns, c'est plutôt fini. Donc, pour avoir une mouche assez lestée, assez grande et assez lourde, je vais taper dans les trichoptères. Je vais donc mettre une imitation de porte-bois marron que j'ai déjà accroché avec une grosse bille dorée pour aller au fond. Ensuite, ici, pour pêcher en amont, c'est impossible car immédiatement la nymphe va se coincer dans des roches. Donc avec une légère tension sur la soie vers l'aval, on a peut-être une chance de prendre un beau poisson. Donc je vais lancer 3/4 en aval, à l'autre côté vers le mur, et laisser plonger la mouche, et ensuite qu'elle fasse un genre de wet fly swing pour revenir en surface en haut. Et on va immédiatement voir si on a des touches avec ça. Comme bas de ligne, j'ai pris du 15 centièmes malgré l'eau claire parce que la mouche est assez grosse et assez lourde. Il est bien entendu évident de lancer uniquement avec le roulet car sinon on s'accroche derrière. Allez, un peu plus loin, hop, voilà. On voit. On attend. Souvent ça se passe à la fin. On tend un peu. Touche, manqué. Eh oui, ça a été bien, mais ça a été un peu mou. Hop, rouler là-bas. L'autre côté, et on part de la berge en face. Et on réessaye. On tente toujours à la fin. Encore touche et encore manqué. Ouh là là. Encore une fois, je vais vérifier quand même l'hameçon parce que ça, c'est pas normal. Une belle châtaigne. Donc ma mouche plaît et j'y arrive quand même au moins à la fin à la bonne profondeur. Il y en a une qui a suivi, mais je crois qu'ils ont compris un peu. Essaye par là, un peu plus court. Fin. Belle truite. Elle a suivi jusqu'au bord. Et elle a pris à la fin. Belle truite. Ah non, saumon de fontaine. Saumon de fontaine de 35 cm qui a pris ce magnifique jig. On va la remettre parce que c'est trop tôt pour le repas.
Et voilà, comme d'habitude, pas si simple. J'ai commencé avec une nymphe moyenne lestée. Je suis descendu, j'ai mis moins lourd. Et là, je suis revenu, j'ai compris qu'il faut très très lourd. Donc, j'ai mis un jig vraiment qui fait presque 2 grammes pour enfin arriver à faire décoller un poisson des fonds. Il faut chercher, chercher, toujours chercher. Alors pour une fois, il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir, pour vous dire à bientôt, et puis pour vous rappeler qu'il existe un site internet pour avoir des détails supplémentaires sur les émissions qui paraissent sur votre chaîne préférée. Et puis vous pouvez aussi contacter directement l'émission au 05 59 650 432 qui est le répondeur et sur lequel vous pouvez nous interroger aussi. Et à bientôt!